Il y a une trentaine d'années, on en était encore au stade où on décrivait ces maladies musculaires et on découvrait, je dirais presque par hasard, que les patients pouvaient avoir des problèmes cardiaques. Et puis après, petit à petit, on s'est aperçu que quand on cherchait systématiquement ces problèmes cardiaques, eh bien, ils étaient vraiment fréquents. Et puis quand on était amené à suivre les patients longtemps, puisque souvent on peut être amené à suivre des patients qui ont une myopathie 10 ans, 20 ans, voire davantage, mais on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux finissaient par développer des problèmes cardiaques. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il pouvait y avoir un intérêt à donner des traitements à visée cardiaque quand les problèmes étaient présents et parfois même en prévention. Et toutes ces mesures ont vraiment, disons, révolutionné le pronostic des maladies cardiaques chez les patients avec des maladies musculaires. C'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers l'exemple de quelques pathologies. Alors tout d'abord, je vous disais que les patients qui ont des maladies musculaires ont souvent une atteinte cardiaque ou des anomalies cardiaques associées. Alors, souvent, quand on voit des patients avec des maladies neuromusculaires et qu'on leur explique ça, ça ne leur paraît pas forcément évident, parce qu'effectivement, bah, les muscles des bras, des jambes et le muscle cardiaque ont quand même un certain nombre de différences, mais ils ont aussi beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent toucher les deux. Si on prend un microscope et qu'on regarde la structure de ces deux muscles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes. Et puis si on rentre encore un peu plus dans le détail et qu'on voit la structure moléculaire, les différents composants de la cellule cardiaque et de la cellule musculaire, ben, on s'aperçoit qu'il y a énormément de similitudes. C'est tout simplement lié au fait que ces différents muscles ont pour fonction de se contracter. Dans un cas, c'est pour bouger un bras, une jambe. Dans l'autre cas, c'est pour pouvoir avoir une fonction de pompe qui va éjecter le sang vers l'ensemble de l'organisme. Et donc, il y a de grandes similitudes. Il y a souvent les mêmes constituants de la cellule qui sont exprimés aux deux niveaux. Et quand certaines personnes ont des maladies génétiques qui peuvent affecter justement la fabrication des différents constituants de la cellule, eh bien, cette maladie génétique va s'exprimer comme les constituants sont différents dans ces deux organes, souvent aux deux niveaux. Pas toujours, mais très souvent. Donc la première raison pour laquelle les patients avec des maladies musculaires peuvent avoir des cardiomyopathies, c'est tout simplement le fait que ce sont deux muscles qui ont des différences, mais qui ont énormément de similitudes. Et donc ce schéma de une mutation pour les pathologies génétiques, une protéine mal exprimée, et d'un côté une myopathie et de l'autre une cardiomyopathie est un schéma très fréquent. Il peut même y avoir, dans un certain nombre de cas, des atteintes d'autres organes en dehors du cœur, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Alors après, quand on se dit, finalement, une atteinte cardiaque, un problème cardiaque, comment se manifeste-t-il? De quel type de problème les patients peuvent-ils se plaindre? Alors il faut garder à l'esprit deux choses, qu'il y a deux aspects dans le fonctionnement du cœur. Il y a un premier qui est le fait que le cœur est donc un muscle qui se contracte. Ici, se contracte, c'est pour pouvoir éjecter le sang. Et donc, c'est un muscle qui finalement peut aussi être malade et se fatiguer et avoir une diminution de sa force de contraction. Il y a un certain nombre de pathologies qui touchent vraiment comme ça le muscle en lui-même. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du cœur, il y a un tissu électrique qui sert finalement d'interrupteur et qui sert à déclencher la contraction du muscle cardiaque, puis à l'harmoniser sur l'ensemble du muscle. Et ce tissu électrique joue un rôle important, et il y a un grand nombre de pathologies qui touchent spécifiquement ce tissu électrique, qui peut avoir des conséquences un petit peu différentes. Alors le muscle cardiaque, quand il est anormal, et qu'on fait des examens pour l'explorer, on a maintenant des outils très perfectionnés qu'on peut utiliser même en consultation, comme l'échographie cardiaque, qui permet de voir en direct la contraction du muscle cardiaque. Il y a d'autres outils encore plus perfectionnés, comme l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de voir encore la structure du muscle de manière plus précise. Et bien, quand on regarde le cœur, on peut voir des choses différentes. Parfois, le cœur peut être dilaté, c'est-à-dire que finalement son diamètre va augmenter, et s'il se dilate, souvent c'est parce qu'il a du mal à se contracter, sa force est diminuée. Parfois, il n'est pas dilaté, au contraire, il est épaissi, c'est-à-dire l'épaisseur des parois du muscle sont augmentées. Dans ce cas-là, on parle d'hypertrophie cardiaque. Et puis après, il peut y avoir un certain nombre d'autres choses plus ou moins complexes. Donc, quand on utilise des outils en diagnostic en cardiologie, eh bien, on peut caractériser ces anomalies-là
ce qu'on appelle les anomalies morphologiques, c'est-à-dire un cœur trop gros, trop épais. Et puis les anomalies fonctionnelles, c'est-à-dire un cœur qui ne se contracte pas assez bien, qui a une force diminuée. Et de l'autre côté, pour les anomalies électriques, eh bien, on est dans des schémas qui peuvent être un petit peu différents. Le courant électrique, il naît dans le cœur, dans la partie supérieure du cœur, et il est transmis de proche en proche jusqu'à la pointe du cœur par un tissu dont je vous parlais, qui s'appelle les voies de conduction cardiaque. Et quand ce tissu cardiaque est malade, comme on voit dans beaucoup de pathologies musculaires, eh bien, d'une part, parfois, vous pouvez avoir des anomalies de la conduction du courant électrique, c'est-à-dire le courant électrique dans son passage de la partie supérieure du cœur à la partie inférieure peut être ralenti, et parfois il peut être complètement bloqué, ce qui là peut donner des malaises, des pertes de connaissance, et puis parfois même des décès brutaux, ce qu'on appelle des morts subites. Et puis il peut y avoir aussi au niveau du tissu électrique des courts-circuits, c'est-à-dire qu'au lieu que l'influx électrique naisse dans ces voies de conduction, il peut naître à un autre endroit, une forme de court-circuit qui peut être dans les oreillettes ou dans les ventricules. Dans les oreillettes, ça peut donner ce qu'on appelle la fibrillation atriale, fibrillation auriculaire. Et dans les ventricules, ça peut donner des anomalies du rythme ventriculaire qui, elles aussi, peuvent donner des arrêts cardiaques. Et c'est la première cause d'arrêt cardiaque, la fibrillation ventriculaire. C'est la fibrillation ventriculaire qui peut être stoppée, traitée par les défibrillateurs que vous avez dans les gares, par exemple, ou dans un certain nombre de lieux publics. Et donc, ces anomalies cardiaques, ces diverses anomalies cardiaques ont une importance majeure pour une raison qui est que finalement, chez les patients qui ont des maladies musculaires, eh bien, elles peuvent avoir un impact sur l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'une proportion importante de patients va décéder de complications cardiaques. Elles peuvent décéder d'une part quand il y a une atteinte du muscle cardiaque. Elles peuvent décéder de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand la pompe cardiaque n'arrive plus à assurer sa fonction de débit. Et ça donne un certain nombre de symptômes qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque peut en partie être traitée par des médicaments, mais dans les formes les plus sévères, elle peut nécessiter une transplantation cardiaque. Si on greffe des cœurs, c'est le plus souvent parce que les patients développent des insuffisances cardiaques. Et de l'autre côté, les anomalies électriques peuvent être des pourvoyeuses, comme je vous le disais, de mort subite. On sait que la mort subite, c'est une des principales causes de décès en France. Hein. Et elles peuvent également être pourvoyeuses parfois d'accidents vasculaires cérébraux, notamment quand il y a des arythmies dans les oreillettes. Donc, quand on examine les causes de décès des patients neuromusculaires, eh bien, les causes cardiaques sont très fréquentes avec les causes respiratoires. Et donc, la prise en charge, le diagnostic précoce, le traitement et la prévention sont fondamentaux chez les patients neuromusculaires. C'est vraiment un élément majeur de la prise en charge. Je vais essayer de vous montrer comment, à travers l'exemple de plusieurs pathologies. Alors, ce qui est compliqué dans la prise en charge des maladies neuromusculaires, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y existe, comme il existe en France, et beaucoup de pays n'ont pas cette chance, des centres de référence, c'est-à-dire des centres où on soigne les patients et où les équipes médicales et paramédicales aussi ont une bonne connaissance des maladies, une forte expertise. Eh bien, c'est parce que l'intérêt des centres de référence est lié pour les aspects cardiaques au fait qu'on est vers des pathologies vraiment complexes. C'est-à-dire que les choix des traitements, les modalités diagnostiques sont complexes, ils sont très différents d'une pathologie à l'autre. Il existe plusieurs centaines de maladies musculaires, plus de 300, et il existe, si on examine ne serait-ce que les plus fréquentes, une histoire naturelle cardiaque, la manière dont la maladie se développe, qui sont très différents d'une pathologie à l'autre. Il y a vraiment une très grande variabilité d'une maladie à l'autre. Il y a certaines maladies comme par exemple la myopathie de Duchenne, dont je vais vous reparler un petit peu après, qui est la pathologie que tout le monde connaît, qui est la maladie la plus fréquente chez l'enfant, qui conduit le plus souvent à une perte de la marche entre l'âge de 10 et 15 ans, qui est une maladie très sévère puisqu'elle est handicapante, mais elle est également très sévère parce qu'elle est une cause importante d'insuffisance cardiaque. Et ces patients ont souvent une insuffisance cardiaque sévère, mais rarement des anomalies électriques. Alors que si vous prenez la maladie musculaire la plus fréquente chez l'adulte,
qui est la maladie de Steinert, qu'on appelle aussi dystrophie myotonique de type 1. Et bien dans cette pathologie-là, très souvent les patients ont des anomalies électriques, notamment des anomalies de la conduction du courant électrique, du haut du cœur à la base du cœur, comme je vous disais tout à l'heure, alors que finalement, ils ont très rarement une insuffisance cardiaque. Et on peut décliner ça à toutes les pathologies. Il y en a certaines qui donnent des arythmies ventriculaires, atriales, de l'insuffisance cardiaque. C'est très différent d'une maladie à l'autre. Donc les schémas de prise en charge sont très différents. D'où l'importance d'une expertise importante et d'une prise en charge dans un centre de référence, justement, pour faire les bons choix au bon moment. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ces anomalies cardiaques ne sont pas présentes à la naissance. Ce qui est présent à la naissance dans les pathologies génétiques, c'est la mutation. C'est-à-dire que toutes les cellules sont porteuses de l'anomalie génétique, de la mutation qui va donner la maladie. Et la maladie va se développer progressivement au cours du temps, plus ou moins tôt en fonction de la sévérité de la maladie chez un patient donné. Il y a des maladies qui se déclarent dans l'enfance, certaines qui se déclarent à l'âge adulte, certaines maladies dans la deuxième partie de vie de manière assez retardée. Et donc, il y a un continuum dans le développement de la maladie. C'est-à-dire que si on prend par exemple la partie insuffisance cardiaque, les patients ne développent pas du jour au lendemain une insuffisance cardiaque, mais ils vont avoir un cœur qui va se fatiguer petit à petit, et puis à un certain stade, apparaîtra l'insuffisance cardiaque. Et souvent, chez les patients qui ont des myopathies, le diagnostic est porté devant la présence de symptômes musculaires d'une myopathie. Et de ce fait, on est amené souvent à voir les patients pour des bilans cardiaques à un stade où ils n'ont pas forcément une atteinte cardiaque sévère. Et ça, c'est une chance pour les malades parce qu'on peut proposer des mesures de prévention. Des mesures de prévention à la fois pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour les anomalies électriques. Et la prévention marche bien et permet vraiment de sauver des vies et d'améliorer l'espérance de vie. Ça fait partie des choses sur lesquelles moi j'ai le plus travaillé en recherche. J'ai pu montrer un certain nombre de pathologies, et bien que la prévention a un effet considérable sur l'espérance de vie des patients et également sur la qualité de vie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers l'exemple de quelques pathologies. Un autre point qui est un point très important dans les maladies génétiques, qui est assez général et qui s'applique à beaucoup de pathologies génétiques, c'est le fait que finalement, quelqu'un qui a une maladie génétique parce qu'il est porteur d'une mutation n'aura pas forcément le même profil évolutif ou la même sévérité de la pathologie que quelqu'un qui est porteur de la même mutation, y compris dans la même famille. Vous avez ici un arbre généalogique, vous voyez que c'est un arbre généalogique d'une très grande famille sur plusieurs générations. Et cette famille est une famille, entre guillemets, historique, puisque c'est la première famille française, la région de Rouen, qui a été étudiée en génétique, en recherche à l'époque, et qui a permis le diagnostic d'une nouvelle maladie qui s'appelait les laminopathies, dont je vais vous parler un petit peu après. Et donc vous voyez ici que vous avez les arrière-grands-parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et dans cette famille, il y avait Je crois que nous avons un problème. Vous m'entendez? Oui, Ouais. maintenant oui, mais on a été coupé. Oui, je parlais de l'arbre généalogique, vous m'avez entendu à ce moment-là? On a entendu jusqu'aux parents, grands-parents et enfants, petits-enfants. Voilà. Après, ça s'est arrêté. Et donc, dans cette famille, sur plusieurs générations, on a identifié beaucoup de porteurs de mutations et on s'est aperçu bien que il y avait une très grande différence d'expression de la maladie d'une personne à l'autre, avec certaines personnes qui pouvaient avoir parfois une myopathie sans problème cardiaque et parfois, dans un certain nombre de situations, le contraire, c'est-à-dire une pathologie cardiaque sans maladie musculaire. Et puis certaines personnes avaient les deux. Et puis certaines personnes avaient une maladie qui débutait tôt, pour d'autres plus tard. Et puis certaines personnes n'avaient pas du tout d'expression de la maladie. Tout ça pour illustrer le fait que dans les maladies génétiques, les choses sont compliquées et que le lien entre l'atteinte du muscle squelettique et l'atteinte du muscle cardiaque n'est pas forcément facile à établir.
Alors, je vais vous parler d'une première pathologie pour vous montrer un certain nombre de progrès qui ont pu être effectués, qui est la dystrophie myotonique de type 1 ou la maladie de Steinert, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la maladie musculaire la plus fréquente chez l'adulte, qui est souvent révélée par des signes musculaires qui peuvent être une faiblesse musculaire, souvent proximale, c'est-à-dire plutôt aux épaules et au niveau des hanches, et puis parfois un signe qu'on appelle la myotonie, c'est-à-dire à partir du moment où un muscle se contracte, par exemple un muscle de la main, quand on fait une poignée de main, eh bien, le muscle a de grandes difficultés à se relâcher, ce qu'on appelle une myotonie. Il peut y avoir un certain nombre d'autres signes, et il peut y avoir notamment une atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque, je vous le disais tout à l'heure très brièvement, est souvent une atteinte électrique, c'est-à-dire que le plus souvent, le muscle cardiaque est relativement préservé, mais le tissu électrique est souvent atteint. Et la principale manifestation, ce sont vraiment les anomalies de la conduction du courant électrique entre le haut et le bas du cœur. Comme le courant a du mal à être conduit, eh bien, il y a parfois un risque de blocage, d'interruption complète du courant électrique. On appelle ça des blocs de conduction en cardiologie. Et quand ces blocs sont complets, eh bien, ça peut être à l'origine de syncope, c'est-à-dire de perte de connaissance. Certaines personnes qui tombent comme ça subitement. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, elles peuvent faire un arrêt cardiaque et décéder des suites de ce blocage du courant électrique. Les autres manifestations de la maladie sont beaucoup plus rares, c'est vraiment le principal problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne présente des blocages du courant électrique de ce type, il n'existe pas beaucoup de traitements que l'on peut proposer. Le seul réel traitement qui existe, ça c'est valable dans la maladie de Steinert, mais c'est valable aussi chez des personnes qui n'ont pas la maladie de Steinert, puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées qui développent des problèmes de ce type-là, beaucoup plus tard que les patients qui ont la maladie de Steinert. Eh bien, le seul traitement disponible, c'est l'implantation d'un pacemaker. Le pacemaker, c'est un appareil qu'on glisse sous la peau, souvent au niveau de la clavicule, à partir duquel partent des sondes qui sont là aussi sous la peau et qui cheminent dans des vaisseaux jusqu'au cœur. Et le boîtier qui est sous la peau, qui est vraiment maintenant de petite taille, les premiers pacemakers étaient très volumineux, maintenant il y a une miniaturisation importante, eh bien, ce petit appareil a une batterie et peut délivrer un courant électrique vraiment minime, quoi. Les patients ne sentent même pas, et ce courant électrique est capable de stimuler le cœur, soit en permanence, soit au moment où le courant électrique est mal transmis. Et donc, un patient qui aurait fait une syncope ou un arrêt cardiaque, eh bien, ne fera pas ces événements-là parce que tout simplement, l'appareil détectera la défaillance et pourra la compenser en stimulant. Alors ça, c'est un progrès majeur. Le problème, c'est que si on attend que les patients fassent un malaise pour implanter un pacemaker, eh bien, beaucoup de patients n'auront même pas le temps d'arriver à l'hôpital et pourront faire des arrêts cardiaques. Donc la question qui se pose chez ces patients-là, c'est finalement, est-ce qu'il ne faut pas implanter de manière préventive ces pacemakers-là, avant que ces événements arrivent? Et ça, c'est une des choses à laquelle, un des aspects auxquels a beaucoup contribué notre équipe. C'est-à-dire qu'on sait que les patients, globalement, qui ont cette pathologie, qui ont une conduction électrique normale quand on fait des examens simples comme l'électrocardiogramme, ont un très faible risque et n'ont pas besoin de pacemaker. On sait que les patients qui font un malaise, qui ont des troubles importants, comme je vous disais, là, ont une indication d'un pacemaker en urgence. Mais il y a beaucoup de patients qui ont des électrocardiogrammes anormaux, une conduction électrique qui a l'air un petit peu perturbée, pour lesquels on se dit, bon, il y a potentiellement un risque un jour que ça s'aggrave, et pour lesquels on veut se poser la question d'implantation d'un pacemaker. Mais le problème, c'est que comme ça représente quasiment la moitié des patients, on ne peut pas tous leur proposer un pacemaker. Pas pour des raisons de coût, mais tout simplement parce que c'est quand même lourd d'avoir un appareil sous la peau alors qu'on ne se plaint de rien. Il y a un risque de complications, mais même s'il est faible, qui est bien réel. Donc il faut être capable de sélectionner ces patients. Et par exemple, notre équipe a pu montrer que pour sélectionner ces patients et du coup prévenir les morts subites, on pouvait utiliser un examen qui s'appelle l'exploration électrophysiologique. Donc maintenant, quand un patient a une maladie de Steinert, on commence par lui faire un examen tout simple qui est un électrocardiogramme. Soit l'électrocardiogramme est normal et on s'arrête là, soit il présente des anomalies, on hospitalise le patient en cardiologie pour une journée et on fait un examen de cathétérisme dont je vous parlais, de l'exploration électrophysiologique,
qui consiste à monter une sonde dans le cœur en passant par un vaisseau. On fait une anesthésie locale, ce n'est pas un examen douloureux. Et on peut mesurer à l'intérieur du cœur la conduction du courant électrique, le fonctionnement du courant électrique. Et on est capable de dire s'il est perturbé ou pas. Et s'il est perturbé, à ce moment-là, on propose l'implantation d'un pacemaker. Et quand on a commencé à utiliser cette approche-là, on a sélectionné un certain nombre de patients pour vous montrer comment peut avancer la recherche. On a sélectionné des patients qui avaient des anomalies électrocardiogrammes, on a fait cette exploration électrophysiologique, et puis on a expliqué aux patients qu'on pensait que très vraisemblablement, ils seraient plus en sécurité avec un pacemaker. Et il y a certaines personnes qui ont accepté le principe du pacemaker parce qu'ils avaient vraiment des anomalies importantes. Et quand on a implanté un pacemaker à ces patients-là, eh bien, on a implanté des pacemakers qui ne sont pas uniquement capables de traiter, mais aussi de faire un diagnostic et d'enregistrer des anomalies qui peuvent survenir. Et on s'est aperçu au cours du suivi que quasiment la moitié des patients avaient, vous voyez ici, des énormes pauses cardiaques, c'est-à-dire des moments où le cœur, le courant électrique s'arrêtait de fonctionner. Là, vous avez un battement cardiaque, un battement cardiaque, un battement cardiaque, un battement cardiaque, et là, une absence de battement cardiaque pendant quasiment 8 secondes. Donc, vous voyez que c'est un patient qui a très certainement bénéficié de l'implantation du pacemaker, et c'était le cas de la moitié des patients. Et après qu'on ait publié ces résultats dans une revue scientifique, eh bien, un peu partout dans le monde, les gens ont commencé à appliquer le même schéma, c'est-à-dire à utiliser l'exploration électrophysiologique et à implanter des pacemakers en prévention. Un petit peu après, il y a un travail que moi j'ai coordonné qui a consisté justement à essayer de voir si cette approche était vraiment utile et permettait vraiment de sauver des vies chez nos patients. Et on a pu analyser les données ce qu'on appelle un registre, une base de données où on rentre les caractéristiques d'un certain nombre de personnes, leur âge, leur sexe, la mutation, et aussi les résultats des examens de ce type qu'on a pu effectuer. Et on a utilisé ce registre pour comparer le devenir des patients qui avaient eu cette approche de prise en charge et de ceux qui n'avaient pas eu une approche préventive. Et on a pu montrer bien que l'approche préventive avec l'exploration électrophysiologique permettait considérablement de réduire le risque d'arrêt cardiaque de plus de 70%, ce qui est colossal, et que cette approche permettait d'améliorer le pronostic vital, de réduire la mortalité chez ces patients. Suite à la publication de cette étude, un peu partout dans le monde, il y a encore davantage de centres qui ont utilisé cette approche. Donc vous voyez qu'on peut partir simplement de l'étude des maladies, leur compréhension, des mesures préventives, et puis en fin de compte, proposer des approches de prise en charge qui vraiment améliorent le devenir des patients. Alors je vais vous parler d'une autre pathologie, cette fois-ci pour aborder plus le versant insuffisance cardiaque. La maladie de Steiner, c'est vraiment une maladie électrique au niveau cardiaque. Et la myopathie de Duchenne, comme vous le disiez, c'est plus une pathologie de la pompe cardiaque. Donc assez brièvement, je vais vous montrer les perspectives qui existent en termes de prise en charge et les progrès qui ont pu être faits depuis un certain nombre d'années. Dans la myopathie de Duchenne, il y a une trentaine d'années, avant que toutes les modalités de prise en charge actuelles existent et tous les traitements existent, quand malheureusement on avait peu de choses à proposer aux premiers patients qui étaient pris en charge, eh bien, beaucoup de patients décédaient justement d'insuffisance cardiaque à l'adolescence. C'était les premières causes de décès à l'adolescence, donc beaucoup de patients malheureusement n'atteignaient même pas l'âge adulte, ce qui était évidemment un drame absolu. Alors, on est parti de cette constatation-là, du fait que les insuffisances cardiaques représentaient à peu près 40% des décès, les autres décès étant essentiellement de causes respiratoires. Et puis petit à petit, un certain nombre d'équipes se sont intéressées à cette question-là et ont essayé de décrire justement, en fonction de l'âge, le risque de développer une anomalie du muscle cardiaque. Et on a pu ensuite comprendre que c'était surtout à partir de l'âge de 10 ans que ces anomalies apparaissaient. Avant l'âge de 10 ans, les problèmes cardiaques sont quand même assez exceptionnels. Et par contre, le risque d'un problème cardiaque augmente progressivement jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, pour les patients qui, à l'époque, avant qu'il y ait tous ces traitements, vivaient à l'âge adulte, eh bien, quasiment la majorité d'entre eux avaient une cardiomyopathie importante. Donc ça, c'était le point de départ de la réflexion de la prise en charge. Et ça a conduit à dire qu'il fallait finalement vraiment suivre ces patients au plan cardiaque, les voir une fois par an, faire des examens en consultation comme l'électrocardiogramme et l'échographie pour détecter des anomalies tôt et les traiter.
Mais finalement, plutôt que de traiter les patients uniquement quand ils avaient déjà le cœur fatigué, eh bien notre équipe a émis le postulat que peut-être que donner des traitements cardiologiques en amont, en prévention, pouvait retarder le développement des anomalies et améliorer le pronostic. Ça a été la base du premier essai qui a été mené en cardiologie et même de manière générale, quasiment dans les maladies rares en général, euh, qui a visé justement à évaluer le bénéfice, un traitement préventif par un médicament. Le médicament qui a été choisi est un médicament qu'on connaît très bien en cardiologie, puisque c'est un médicament qu'on utilise dans l'insuffisance cardiaque, quelle que soit sa cause, notamment chez les gens qui ont fait un infarctus. Il y a des millions et des millions de patients traités par ce médicament-là, ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Je vais parler d'IEC, c'est plus simple. Les IEC sont un traitement utilisé par tous les cardiologues tous les jours. L'idée était de dire finalement, est-ce que si on donne ce fameux IEC à des enfants qui ont la myopathie de Duchenne, alors encore que leur cœur est normal quand on fait une échographie, est-ce que si on donne ce traitement en prévention, eh bien finalement, on va prévenir le développement d'une cardiomyopathie? Donc à l'époque, c'était quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Il y avait quand même un fort rationnel pour penser que ça pouvait marcher. Il y avait notamment des études chez la souris qui ont montré qu'il y avait un bénéfice à ce traitement-là en prévention. Et puis, c'était un traitement qui était déjà utilisé par des millions de personnes dans le monde, donc on n'avait pas d'arrière-pensée quant à la sécurité ou au risque d'effets secondaires pour les patients. On n'avait pas la crainte qu'il y ait des manifestations toxiques. Donc, on a obtenu l'autorisation pour mener un essai comme on les mène en médecine dans ce genre de situation, c'est-à-dire en randomisant, c'est-à-dire avec finalement un tirage au sort pour un patient donné, pour recevoir soit le traitement dont on cherche à montrer qu'il est efficace, soit un placebo, c'est-à-dire une substance qui n'a pas réellement d'effet. Et donc, on a effectué un essai où on a randomisé entre placebo et un IEC chez des jeunes âgés autour de l'âge de 10 ans, entre 9 et 13 ans, qui avaient encore un cœur normal. Et on a surveillé, suivi ces patients pendant 5 ans. Et on s'est aperçu à 5 ans eh bien, que finalement, il y avait significativement moins de patients qui développaient une cardiomyopathie sous traitement que par rapport au placebo. Et suite à la publication de cette étude, eh bien, un peu partout dans le monde, les différentes équipes qui s'occupaient de patients avec une myopathie de Duchenne ont commencé à utiliser ces fameux IEC et à les donner systématiquement à l'âge de 10 ans au plus tard. Et c'est maintenant ce qui est recommandé un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, on a pu montrer, quelques années après, en prolongeant encore le suivi de 10 ans, dans l'intervalle, tous les patients ont été traités parce qu'il y a un bénéfice qui avait été montré. Donc, il n'y a plus de patients dans le groupe placebo. Mais ceux qui étaient au départ dans le groupe placebo, par rapport à ceux qui étaient traités, ont malheureusement développé davantage d'insuffisance cardiaque sévère. Et on a montré que ce traitement améliorait significativement la survie, un peu comme les pacemakers dans la maladie de Steinert, ce qui a renforcé l'indication de ce traitement. Et un peu plus récemment, nous avons confirmé ces résultats dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors du cadre un peu formalisé d'un essai, chez des patients français suivis dans différents centres. On a pu comparer bien, le devenir des patients en fonction du fait qu'ils avaient reçu tôt ou plus tard un traitement par IEC. Et on a pu montrer qu'il y a une différence considérable entre les deux et que dans la vraie vie également, eh bien, chez les patients pris en charge dans beaucoup de centres, il y avait plus de 600 patients inclus dans cette étude, et bien que le traitement avait vraiment un bénéfice réel sur la survie et qu'il réduisait significativement la mortalité, notamment parce que les patients sous IEC tôt développaient beaucoup moins souvent des insuffisances cardiaques importantes. Et maintenant, les IEC font vraiment partie de l'arsenal thérapeutique et d'autres médicaments, en plus des IEC, sont maintenant utilisés pour renforcer cette prévention très, très en amont. Voilà, je pense que j'arrive au temps imparti pour la présentation. Et juste en conclusion, je voulais vous dire que voilà, les pathologies musculaires sont des pathologies sévères, notamment parce qu'elles sont souvent handicapantes, invalidantes. Et un aspect qui a longtemps été méconnu et qui maintenant est vraiment au premier plan de la recherche, c'est vraiment les manifestations cardiaques, les cardiomyopathies associées à ces maladies musculaires. La recherche
en lien avec la prise en charge clinique, ont beaucoup progressé depuis plus de 30 ans. Ils ont contribué vraiment à révolutionner le pronostic des patients. L'utilisation de traitements de cardiologie généraux et appliqués à ces pathologies dans les bonnes indications a un effet considérable pour améliorer le pronostic des patients et pour améliorer leur qualité de vie également. Et tout ceci a conduit vraiment à complètement changer l'histoire de la maladie cardiaque de ces pathologies. Toutes ces approches thérapeutiques représentent maintenant le socle de la prise en charge. Il reste un certain nombre de choses encore pour les améliorer, pour les formaliser, pour préciser les indications. Et c'est vraiment un socle sur lequel on peut s'appuyer pour la nouvelle phase qui s'ouvre maintenant, qui est celle des thérapies innovantes, la thérapie génique, le saut d'exon. Et dans les maladies musculaires, le cœur est une cible majeure pour ces thérapies innovantes. Et dans la plupart des essais et des recherches qui sont menées, le cœur est une cible qui est privilégiée. Moi, je le vois parce que je suis impliqué dans la plupart des projets de recherche qui ont émergé en France via l'AFM, Généton, et puis aussi d'autres projets, parfois de recherche industrielle. Je pense qu'il y a une révolution qui se prépare et qu'on verra dans les 5-10 ans vraiment émerger des thérapies de ce type avec un effet significatif au niveau cardiaque qui viendra au-delà de ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle, vraiment révolutionner le pronostic des patients. En tout cas, c'est ce que je souhaite et j'en suis personnellement convaincu. Voilà. Donc, je serais ravi de répondre aux questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je m'adresse aux personnes qui participent à cet apéro. Est-ce que vous voulez intervenir et est-ce que vous avez des questions particulières à poser à Karim Ouabi? En fait, moi, j'aurais une question. C'est Oui, bien Mélanie. sûr, bien sûr. Bonjour, ou plutôt Bonjour. bonsoir. Oui. Est-ce que la prise en charge des cardiomyopathies liées aux dystrophies des ceintures, alors les LGMD, ressemble à la prise en charge de la dystrophie de Duchenne? Alors, effectivement, pour beaucoup de LGMD, il y en a, les LGMD sont nombreuses, hein, je ne me souviens plus exactement dans la classification à combien on est arrivé, mais bien plusieurs dizaines. Il y en a plusieurs, effectivement, pour lesquels on a vraiment au premier plan une atteinte du muscle cardiaque, une cardiomyopathie, une insuffisance cardiaque. Donc, il y a par exemple les sarcoglycanopathies, FKRP. Et la seule différence peut-être qu'on peut noter, c'est le niveau de sévérité par rapport à Duchenne. C'est-à-dire que pour, je dirais, une majorité de ces pathologies, il y a un vrai risque cardiaque, il y a un vrai risque d'atteinte cardiaque sévère comme dans le Duchenne, mais le niveau de risque est quand même un petit peu plus bas. Il y a des pathologies comme les gamma-sarcoglycanopathies, par exemple, où le niveau est assez proche, c'est-à-dire que les insuffisances cardiaques peuvent apparaître chez des adolescents, mais en général, c'est plutôt chez le jeune adulte. Donc c'est un petit peu la même chose, ce que vous dites est très juste, et c'est souvent un petit peu plus tard dans la vie, et il y a une proportion non négligeable de patients qui nécessitent une transplantation cardiaque quand elle est possible. Après, il y a d'autres myopathies des ceintures pour lesquelles il y a des problèmes électriques, comme la GMD2B ou la myopathie. C'est la même problématique, exactement. Et donc, on utilise de plus en plus maintenant les traitements en prévention. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions saugrenues. Profitez du fait qu'on ne soit pas très nombreux. Ça laisse plus de place au dialogue et à l'échange. Donc, Alors, ouais, moi, j'aurais une petite question pour enclencher le débat peut-être. C'est est-ce qu'il y a des problèmes cardiaques dans toutes les maladies musculaires, les maladies rares musculaires, les maladies génétiques musculaires? alors non, pas toutes. Déjà, il y a toutes les pathologies neuromusculaires qui sont, je dirais, en amont du muscle. Donc, depuis
la jonction neuromusculaire, donc les myasthénies, les syndromes myasthéniques congénitaux, et puis après l'amyotrophie spinale, il n'y a pas à proprement parler d'atteinte cardiaque, même s'il peut y avoir certaines manifestations cardiovasculaires parfois, mais pas spécifiquement cardiaques. Et puis il y a aussi certaines pathologies spécifiquement du muscle pour lesquelles le risque cardiaque est très faible, c'est notamment les myopathies du type FSH, où il y a certaines études qui avaient suggéré qu'il pourrait y avoir un risque cardiaque, mais quand on examine les données sur un grand nombre de patients, on s'aperçoit que le risque cardiaque est proche de celui de la population générale. Et puis après, si on remonte un petit peu dans ces pathologies, qu'on essaie de comprendre pourquoi, c'est souvent parce que justement, spécifiquement, il y a des mécanismes physiopathologiques qui viennent s'appuyer sur les rares différences qui existent entre le muscle cardiaque et le muscle squelettique. Et donc, on touche une fonction qui est importante au niveau du muscle squelettique, pas très importante au niveau cardiaque. C'est ça qui explique vraiment souvent la dissociation. Et tous les patients ne sont pas à risque, une majorité, mais pas tous. Vous ne voulez pas intervenir pour poser une question ou pour donner votre expérience dans le domaine? Du coup, j'aurais encore une deuxième question. Bien sûr. Je trouve ça très intéressant et moi-même, j'ai une myopathie FKRP avec une cardiomyopathie, mais déjà depuis très longtemps, depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'ai 33 ans. Et donc, j'aimerais savoir si pour, par exemple, ma pathologie, est-ce que, parce que vous avez parlé d'une greffe cardiaque, est-ce qu'une greffe cardiaque sera donc mieux que la pose d'un défibrillateur, par exemple? Pour comprendre un peu la différence des deux possibilités. Alors là, ce que vous dites est très juste, et en fait, ça renvoie à la dichotomie entre l'atteinte musculaire et l'atteinte électrique, c'est-à-dire que la greffe cardiaque, c'est vraiment un traitement de la faiblesse du muscle cardiaque, de la défaillance de la pompe cardiaque. C'est-à-dire quand la pompe cardiaque n'arrive plus à faire son travail, qu'elle est trop faible, là peut apparaître une insuffisance cardiaque importante qui peut justifier une transplantation. Et ça, c'est un aspect. Et après, le défibrillateur, lui, il sera là davantage quand le muscle cardiaque est fatigué, le risque de court-circuit, d'arythmie dans les ventricules est augmenté. Et le défibrillateur, lui, il est là pour la prévention de l'arrêt cardiaque chez les personnes qui ont un muscle cardiaque fatigué. D'accord? Donc les deux sont complémentaires. Il y en a un qui est un traitement de la défaillance de la pompe, l'autre qui est un traitement préventif des arythmies dans les ventricules. Donc les deux sont utiles, mais ne permettent pas de corriger la même chose. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les défaillances de la pompe cardiaque, maintenant il y a d'autres options qui peuvent être proposées. C'est-à-dire que vous savez que la transplantation, c'est quelque chose de difficile à obtenir dans le sens où, malheureusement, en France et partout dans le monde, il y a un problème assez chronique de pénurie du greffon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une greffe, mais on manque de donneurs. Voilà, donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour structurer le réseau et pour faire en sorte qu'il y ait davantage de cœurs pour sauver des vies, mais ça reste un problème chronique. Et donc, il y a une solution qui a été proposée en alternative de la greffe cardiaque ou en attendant d'avoir un greffon et qui donne des résultats très prometteurs. Ce sont ce qu'on appelle les assistances circulatoires. L'assistance circulatoire, c'est une pompe mécanique. Alors, elles se sont beaucoup miniaturisées. Maintenant, je vais montrer avec ma main, ça a à peu près cette taille-là, vous voyez, c'est tout petit. Ce sont des dispositifs qu'on peut mettre par voie chirurgicale à la pointe du cœur et qui sont capables d'aspirer le sang et de le réinjecter. Donc, on peut faire le travail de la pompe cardiaque, en fait. On implante ces dispositifs de manière chirurgicale. Et ensuite, les personnes qui ont ces appareils-là ont pour seule contrainte le fait d'avoir
finalement un petit câble qui sort au niveau abdominal avec un pansement, mais bon, il y a juste un pansement à faire, et ce câble sert à assurer l'alimentation électrique en fait du dispositif. Et les assistances circulatoires ont d'abord été utilisées en population générale, chez les personnes qui n'ont pas de myopathie. Il y a des pays comme l'Allemagne, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont avec des appareils de ce type. Il y a même des personnes qui font leur footing, qui vont travailler, qui vont au tribunal plaider avec des appareils de ce type. Donc on peut avoir une vie normale avec juste la contrainte du pansement. Et jusqu'à présent, ces appareils étaient peu utilisés dans le domaine neuromusculaire. Et notre équipe s'est vraiment spécialisée dans le domaine. C'est-à-dire qu'on voit maintenant des patients qui viennent, le centre que je coordonne est à Cochin, donc en Île-de-France. On voit des patients neuromusculaires d'Île-de-France, mais aussi des patients qui viennent au-delà, pour voir si potentiellement, quand il y a un besoin, ils pourraient être éligibles pour ces appareils-là. On ne peut pas toujours le faire, mais parfois on peut le faire. Donc, vous voyez, sur la défaillance du cœur, il y a les aspects transplantation, assistance, et puis de l'autre côté, les défibrillateurs. Je crois que vous n'avez pas votre micro. Pardon, oui. Il y a Magali qui a une question. Magali, voulez-vous poser la question directement? Ou je la pose. Donc, c'est merci pour cette présentation. Mon fils âgé de 6 ans et demi est atteint d'une dystrophiноpathie, forme intermédiaire entre Duchenne et Becker, et d'une non-compaction du ventricule gauche, détectée à l'âge de 4 mois. Pas de lien connu à ce jour. Je suis preneuse de votre avis sur le sujet. Alors effectivement, dans les dystrophinopathies, il y a la myopathie du chêne, mais il n'y a pas que la myopathie du chêne. C'est-à-dire que la myopathie du chêne, disons, est associée aux mutations pour les choses simplement les plus sévères. Et il y a des mutations moins importantes qui peuvent être associées à une présentation clinique un peu moins sévère, qui est plutôt qu'on appelle la myopathie de Becker. Puis aussi, il y a aussi parfois des cardiomyopathies sans myopathie. Et donc, il existe un continuum entre les deux, et certains enfants, certains patients peuvent avoir qu'on appelle des phénotypes intermédiaires entre Duchenne et Becker. Dans ces phénotypes-là, il y a évidemment chez ces enfants-là un risque aussi de cardiomyopathie. Alors, le type de cardiomyopathie qu'on diagnostique en général dans la myopathie du chêne, c'est ce qu'on appelle des cardiomyopathies dilatées. C'est-à-dire, comme je vous disais, le cœur est dilaté, il se contracte un peu moins bien. Et on peut voir aussi parfois, effectivement, ce qu'on appelle des non-compactions. Et en fait, la non-compaction, c'est un cousin de la cardiomyopathie dilatée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de causes communes, il y a la dystrophiноpathie, il y en a beaucoup d'autres. En fait, quasiment toutes les causes de cardiomyopathie dilatée peuvent donner des non-compactions. C'est juste l'aspect, quand on fait une échographie en IRM, qui diffère un petit peu, mais on est à peu près dans le même cadre de prise en charge. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que la non-compaction chez votre fils, finalement, c'est probablement être considéré un peu comme la forme de cardiomyopathie dilatée. Alors après, il y a l'âge de diagnostic qui est relativement précoce chez votre fils. Après, ce qu'il faut voir, c'est finalement, quand on parle de non-compaction, ça repose en général sur un aspect bien précis à la pointe du cœur, qui est un peu, au lieu d'être mince et fine, mais qui souvent est un peu plus épaisse et trabéculée, comme on dit. Donc il faudrait voir chez votre fils, déjà j'ai pas ces éléments-là, si ces particularités morphologiques étaient isolées ou associées à une diminution de la force du muscle cardiaque. Si elles étaient isolées, finalement, ce n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est est-ce que le cœur pompe bien? C'est-à-dire qu'il peut avoir un aspect de non-compaction sans anomalie de la contractilité, et ça ne pose pas de problème habituellement. Ça nécessite une surveillance, mais ça ne pose pas de problème. Mais donc, ça nécessite un rythme de suivi de toute façon qui est le même pour les formes intermédiaires et pour les myopathies du chêne, c'est-à-dire une fois par an avec une échographie. Et après, en ce qui concerne le traitement préventif, dans les formes intermédiaires, les choses sont moins bien codifiées que dans la myopathie du chêne, mais je dirais que par analogie, le plus souvent, on a tendance à appliquer le même schéma de traitement et un traitement systématiquement assez tôt. Je ne sais pas quel âge a votre fils, mais la tendance en France est généralement commencer à traiter par IEC
inhibiteur de l'enzyme de conversion, vers l'âge de 8 ans, et au plus tard à l'âge de 10 ans. Donc, je pense qu'il doit être super discuté. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à me relancer. Est-ce que la réponse vous convient? Est-ce que vous voulez continuer la conversation à ce sujet? Si vous le désirez, vous pouvez enlever votre micro et comme ça, on pourra vous entendre. Ah, d'accord. D'accord, bah, je vois votre commentaire, mais c'est très bien. D'accord. Très bien. Très bien, merci pour votre question. Une autre question Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur la pathologie cardiaque associée à la pathologie neuromusculaire? Est-ce que c'est quelque chose de bouillonnant suite aux nouvelles thérapies ou est-ce que et également, est-ce que les nouveaux traitements vont entraîner une diminution de l'atteinte cardiaque? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait de soigner la maladie et de soigner finalement le muscle cardiaque? Alors, les toutes premières phases du développement des thérapies innovantes pour les myopathies ont été un peu une source de déception pour les cardiologues et pour moi notamment parce que on n'a pas systématiquement intégré les paramètres cardiaques dans les évaluations. Alors, on était au balbutiement de la thérapie génique, donc ça peut s'expliquer sans doute pour cette raison-là. Il y a eu une vraie prise de conscience du fait que traiter le muscle cardiaque également était fondamental pour ces approches thérapeutiques-là. Et à la fois les chercheurs et les cliniciens sont investis dans le domaine. Et maintenant, les choses changent beaucoup. C'est d'autant plus important et intéressant que la plupart des... vous savez que pour administrer de la thérapie génique, du sodexon, on utilise des vecteurs viraux, c'est-à-dire que le principe très général est qu'un virus va venir infecter les cellules malades, les infecter sans les abîmer, mais en administrant le traitement efficace. Et il se trouve que les virus ont des tropismes, des attirances différentes pour différents organes en fonction du type de virus. Et les virus qui ont été choisis, les principaux virus pour la thérapie génique du muscle squelettique sont les adénovirus, notamment les adénovirus 8 et 9. Et il se trouve que ce sont des virus qui sont très attirés par le muscle cardiaque. Et les études menées chez l'animal montrent qu'il y a un effet important au niveau du muscle cardiaque. Donc on sait qu'il y a un très fort rationnel pour un effet aussi protecteur au niveau cardiaque. On a les premières études chez l'animal qui suggèrent qu'il y a potentiellement un vrai bénéfice pour améliorer la force de contraction du muscle. Et maintenant, on en est au stade, maintenant, aux premiers essais, où on conçoit les études et où on essaye de déterminer comment on peut intégrer au mieux des paramètres cardiaques. Moi, pour à peu près toutes les études qui se font en France, souvent c'est moi qui discute avec les personnes qui mettent en place les essais et qui essaient de guider justement le choix des paramètres. On peut faire des dosages sanguins et surtout l'examen le plus important, le plus intéressant, c'est probablement l'IRM cardiaque. C'est un examen d'imagerie qui permet de voir de manière précise la texture du muscle cardiaque. Et maintenant, on intègre à tous les essais qui vont se développer dans les années à venir, dans la myopathie de Duchenne ou dans d'autres pathologies, des IRM, justement pour être capable d'identifier s'il y a un effet assez tôt qui apparaît au niveau du muscle cardiaque. Et mon intuition, mais c'est le sentiment de la plupart des collègues, c'est qu'à côté du bénéfice fonctionnel sur le muscle squelettique, il y aura un vrai effet bénéfique sur le muscle cardiaque pour prévenir sur le long terme les complications. Merci. D'autres questions? Bon, si
C'est sûr, vous avez Karim Mouabi sous la main, vous ne l'aurez pas tous les jours, donc profitez-en. Il est disponible, nous l'avons capturé, donc si vous voulez poser encore une question ou deux, il n'y a aucun souci. Bon, sinon... Bon, allez, je me lance. Oui. J'aimerais encore une dernière question Oui. poser, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre les doses de ramipril et aussi du bisoprolol 2 fois par jour, c'est-à-dire la dose totale par jour coupée en 2, la pilule, et prendre par exemple une le matin et une 12 heures plus tard? Ou est-ce que c'est mieux de les prendre une seule fois par jour? Pardon. Alors, en fait, ça dépend un petit peu de la molécule, parce que dans chaque famille, que ce soit les bêta-bloquants ou les IEC, il y a des principes actifs qui sont conditionnés différemment. Il y en a certains qui peuvent être proposés en administration une fois par jour, et d'autres qui doivent être systématiquement 2 fois par jour. Donc de toute façon, ceux qui sont impérativement 2 fois par jour, il n'est pas possible, il ne faut pas les prendre une fois par jour, ça c'est sûr. En revanche, à contrario, ceux qui sont en une prise quotidienne peuvent être proposés en 2 prises quotidiennes, ce qu'on fait parfois pour améliorer la tolérance. Donc il faut tenir compte du type de médicament, de la molécule, de la dose, et puis de la tolérance du traitement. Donc, en général, quand le traitement est très bien toléré, on peut se contenter d'une prise par jour pour les molécules en une prise par jour. Et chez les personnes qui se sentent un peu fatiguées, qui ont une pression artérielle un peu basse, on a tendance à administrer le traitement 2 prises par jour pour améliorer la tolérance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, oui, s'il n'y a plus de questions, plus d'échanges, je propose que nous clôturions cet apéro du labo. Donc, chacun d'entre nous, on peut prendre un petit verre maintenant. Je vous remercie en tous les cas tous. Bien entendu, je vous remercie le professeur Karim Mouabi d'avoir pris le temps d'animer cette intervention sur le muscle cardiaque. Et puis, je remercie les participants qui nous ont suivis et qui ont posé des questions très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Vous savez que le Téléthon cette année aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations, évidemment, sur le site AFM, et nous avons besoin de vous tous, que vous soyez donateurs, adhérents, bénévoles, pour continuer à animer la recherche et pouvoir avoir des traitements dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Donc, merci à tous. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si... oui. Donc, tout le monde... OK. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse. Bon apéritif et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.